Je suis toujours stupéfait par la bêtise des électeurs qui votent pour ce qui, à leurs yeux, sonne joliment. Prenons notre voisin du Nord, le Canada. Ils ont élu un libéral, malgré des années, voire plus, de déclin économique, de démantèlement de l'armée et de la marine, et la mise en œuvre d'une politique idiote contre les employeurs. Justement par ces mêmes libéraux. Et pourquoi l'ont-ils choisi ? Parce que les Canadiens, comme les Ukrainiens par exemple, ont décidé que leur principal ennemi ce sont les États-Unis. C'est-à-dire ni Poutine, ni le socialisme, ni la Chine, ni les hommes dans les vestiaires féminins, ni l'admission à l'école et au travail selon des critères raciaux. Mais les États-Unis qui essaient de mettre fin aux guerres sur la planète et d'établir des relations commerciales honnêtes et réciproques avec le monde entier. Les électeurs, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire des êtres incapables de penser, considèrent que la vérité, c'est ce qu'ils ont ressenti. N'étant pas des êtres raisonnables, n'étant pas tels, ils ne se demandent pas à quoi telle ou telle action peut mener. Par exemple, le Parti démocrate a choisi son représentant pour l'élection du maire de New York, qui a annoncé qu'il ferait de New York une ville abordable. Ce sont principalement des blancs aisés qui ont voté pour lui, alors qu'en réalité, les prix à New York ne les préoccupent pas vraiment. Mais l'idée d'une certaine justice envers des personnes, disons, moins réussies, moins intelligentes ou moins autre chose, leur a plu. D'autant plus qu'ils ne pensent pas qu'ils devront personnellement partager quoi que ce soit à ce sujet, ni qu'ils pourraient en souffrir d'une quelconque manière. S'ils étaient un peu plus intelligents, même un tout petit peu d'ailleurs, je suis sûr qu'ils ont réussi dans leur profession. S'ils étaient un plus malins, ils auraient demandé « Mais que signifie rendre la vie à New York accessible ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Nous en avons déjà discuté, il n'y a donc que deux questions. La première, quoi qu'on te dise, est « Que signifie cela ?» C'est-à-dire « Donne-moi les détails, d'accord ?» Et la deuxième question, en fait, à qui cela appartient-il ? Alors, il y a deux façons de rendre la vie à New York abordable. La première, c'est d'augmenter les revenus des habitants, et la seconde, c'est de diminuer leurs dépenses. Comment peut-on, par exemple, augmenter les revenus ? Disons, publier un décret à New York selon lequel le salaire horaire minimum dans la ville sera, disons, $30. Parce que, pour ainsi dire, monsieur le candidat à la mairie a déjà lancé cette idée, donc il faut payer $30 aux gens. C'est-à-dire qu'au lieu de, disons, $600 par semaine, comme c'est le cas actuellement, un vendeur de fast-food ou dans un petit magasin recevra $1200 par semaine. Au lieu de 600, ils reçoivent maintenant environ 15 ou 16, peut-être 16 et 3/4. Donc, c'est environ $1200 par semaine. Que va-t-il se passer ce même jour ? Les prix de la nourriture à New York vont augmenter de 20, 30, 40%, ainsi que tout ce qui se vend dans les mini-marchés, l'entretien des voitures, la réparation des appareils, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Autrement dit, tout deviendra plus cher. Et deuxièmement, il y a beaucoup de travailleurs temporaires, de jeunes qui en sont à leur premier, peut-être leur deuxième emploi. Tout simplement, les personnes dont on peut se passer perdront leur emploi en 2021e année. Le Congrès a publié une enquête selon laquelle l'augmentation du salaire horaire minimum de 10 à 12, puis à $15 de l'heure dans tout le pays, entraînera la perte d'1 400 000 emplois. Et le Congressional Budget Office, c'est, pour ainsi dire, le Congrès. L'organisation a également supposé que si un salaire minimum de $30 de l'heure était instauré dans tout le pays, alors entre 7 400 000 et 11 100 000 personnes perdraient immédiatement leur emploi. Estimation des pertes d'emploi à New York, licenciement.
D'ailleurs, l'automatisation empêche les jeunes d'accéder à leurs premiers emplois, pour ainsi dire, à ceux auxquels ils pourraient prétendre. D'accord, je vais lui payer un peu, mais au moins il va apprendre. Ou bien il va apprendre un peu, et quand il saura faire, je le paierai normalement. Tout cela va finir. Pourquoi ? Cela va entraîner une réduction de la main-d'œuvre peu rémunérée. Selon les estimations, New York comptera de 300 000 à 500 000 travailleurs en moins, un chiffre considérable pour une seule ville. Autrement dit, ce sont justement ceux-là que nos sociaux-démocrates, les démocrates socialistes, veulent théoriquement aider, qui vont en souffrir. Mais, comme nous l'avons dit, il est possible d'emprunter une autre voie pour réduire les dépenses. Qu'est-ce qui est cher à New York ? Le loyer et les services publics sont très chers et la taxe de vente s'applique sur tous les achats, donc on perd beaucoup d'argent. Le taux est de 8,88% là-bas, presque 9%, en Californie c'est 10% et au New Jersey je crois que c'est 0%. Bref, le transport, l'alimentation, la santé, la garde d'enfants et les loisirs coûtent tout cher. New York est 77% plus cher que la moyenne américaine, bien qu'il y ait des endroits très abordables aux États-Unis. Le coût moyen de la vie à New York, loyer compris, va de 400 à 5 700 par mois selon le quartier où tu habites. Pour une famille de 4 personnes, ça varie de 9 000 à 15 000 par mois. Une famille de 4 personnes. Si elle vit à New York, dans les quartiers moins bien, il faut avoir 9 000 et dans les meilleurs 15 000. Comment le maire peut-il faire baisser cela, rendre cela accessible ? Peut-il obliger les propriétaires à baisser les loyers ? Bon, je ne comprends pas très bien la légalité de ça, mais admettons, la pratique a montré que lorsque le propriétaire se voit retirer une partie de ses bénéfices pour qu'il puisse non seulement gagner de l'argent, mettre de côté pour vivre, mais aussi payer ses propres affaires. Mais qu'il lui en reste aussi assez pour entretenir la maison. Il ne répare pas cette maison, il ne nettoie pas la cour, il ne s'occupe pas de la maison ni du quartier, il arrête d'embellir, de peindre, et ainsi de suite. Personne ne déménage car c'est peu coûteux. Alors, pourquoi faire de la pub ? Parce que peindre la maison fait partie de la publicité. Pour le quartier. Eh bien, vous savez, ce qu'on appelle à New York, à Chicago, partout en Amérique, oui, les dealers de drogue arrivent, bien sûr. Ce sont ce qu'on appelle des proxénètes d'enfants mineurs, des prostituées. Les vols commencent, la violence aussi, la police cesse d'y aller, ils n'ont plus envie d'y aller ni de s'y rendre, ils roulent en voiture d'avant en arrière sans sortir. D'ailleurs, le candidat à la mairie a dit qu'il allait réduire les effectifs de la police, mais qu'il engagerait à la place des travailleurs sociaux totalement non armés. Bien sûr, ils obtiendront un diplôme en travail social. Et ce sera, très probablement, une femme de plus de 50 ans qui ne se déplace pas très rapidement. Elle va calmer les choses à la place des policiers. Elle va calmer le quartier, donc la criminalité va augmenter, les gens vont fuir ces quartiers, les prix vont commencer à baisser. Oh, vous voyez, les prix vont commencer à baisser. Et le maire atteindra son objectif. Le loyer sera divisé par 2. Mais le prix à payer sera la destruction du quartier ou de toute la ville, selon la façon dont il désignera ce quartier ou même toute la ville. Mais, très probablement, il trouvera des potes qui vivent dans les soi-disant bons quartiers, qui lui diront « Va dans un autre quartier et là-bas, nous ferons notre grande expérience. » Et quand l'expérience sera terminée, il ne sera pas seulement plus maire, il sera déjà mort depuis longtemps. Voici, et les impôts de notre possible, ou plutôt pas notre, Dieu merci, possible, même si chez nous ce n'est pas mieux. Chmira a nommé 3 chefs du département de police selon un critère très intéressant. Les 3 étaient à lesbiennes. Voilà, le maire possible de New York ne compte pas réduire les impôts comme ça. Au contraire, il a dit que les blancs paieront plus que les noirs. Les verts, les oranges et tous les autres aussi, c'est bien fait pour eux, car ce sont surtout les blancs qui ont voté pour lui. Ils doivent en souffrir. Et autrefois, Carter et Brzezinski, pour ainsi dire, c'est comme si l'Amérique avait échangé le chat contre l'ayatollah. Et le premier contre qui, pour ainsi dire, il a mis en place cet ayatollah Bekou, Zakariakou, c'était contre justement Carter, Brzezinski et l'Amérique. Donc, si les démocrates n'étaient pas aussi idiots,
Cela fait déjà assez longtemps que j'affirme que toute personne qui vote pour les démocrates depuis environ 2020 est soit attardée, soit une créature ignoble. À vous de choisir. Les Canadiens ont fait la même chose. Même si ça va mal pour nous, les Canadiens, même si c'est terrible, encore une fois pour nous, les Canadiens. Mais nous choisirons encore une fois un bouc émissaire qui se battra pour notre fierté et notre indépendance vis-à-vis des États-Unis, dont le Canada dépend à 100%, dépend. Voilà, d'accord? Qu'est-ce que les experts américains et canadiens nous disaient en janvier et février de cette année? Mais avant tout, je veux souligner que même aujourd'hui c'est lundi, n'est-ce pas? Selon l'indice, nous avons encore eu une journée positive. Le marché boursier a clôturé dans le vert, ce n'est pas une aussi grande hausse qu'il me semble vendredi, mais aujourd'hui, l'indice a augmenté de 275 points en zone verte. Et dans l'ensemble, la journée a été plutôt bonne, c'est certain. Et si vous regardez ici d'ailleurs, les gars, comme nous l'avons noté vendredi, sur la soi-disant chute supposée que vous avez vue à cause de l'arrêt des négociations commerciales, vous pouvez le voir ici. Au milieu, il y a eu une légère baisse vendredi après-midi, mais elle a été immédiatement récupérée vers le haut. Et devinez quoi? Lundi matin, à l'ouverture, le cours était plus haut que la clôture de vendredi. En d'autres termes, de quoi parlons-nous ici? En réalité, le marché n'a pas du tout prêté attention à cela. Les investisseurs américains ont regardé le Canada et ont simplement constaté l'arrêt des négociations commerciales. Monsieur, ça nous est égal, ça n'a pas d'importance, on avance, on continue à commercer, n'est-ce pas? Et on continue de croître dans cette économie, où on nous disait « N'oubliez pas qu'à ce moment-là, nous étions déjà censés être en 1929 2-0. » Et pour que ce soit clair, 1929 2-0, ça veut dire la répétition de la grande, terrible, cauchemardesque dépression. Et il me semble que je n'ai pas remarqué de répétition, ou alors elle n'a pas eu lieu. Normalement, on ne devrait pas être dans cette situation, mais les gens perdent des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de leurs économies. Le monde, le ciel devrait s'écrouler, je ne sais pas. Pour le moment, je ne vois aucun signe de cela. Non, cela ne s'est pas produit. Avant de vous montrer comment Mark Carney a réagi à cela, je veux vous rappeler qu'au cours de la campagne électorale, bien sûr, c'est pour cette raison qu'il a essayé de se distinguer du conservateur Pierre Poilievre, qui, dès le début, était en route vers la victoire. Mark Carney est un gars cool. Comme prévu et comme nous avons tenté d'avertir les Canadiens, cela devait arriver. Bien sûr, la direction libérale a toujours été faible, malhonnête et absurdement conciliante. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a annoncé qu'il allait suspendre, annuler, renoncer à la taxe sur les services numériques. Autrement dit, ils ont bruyamment annoncé qu'ils allaient imposer une taxe à notre secteur high-tech et criaient qu'ils ne céderaient pas. Il s'est avéré que « jamais » signifie en réalité 36 heures. Désormais, nous connaissons le sens exact de ce mot. Ils n'ont pas cédé pendant 36 heures. Et ensuite, ils ont lu que les négociations avec le Canada n'auraient plus lieu. Et tout de suite après, ils ont précisé qu'en fait, ils n'avaient rien voulu dire par là. C'est comme dans les mauvais films, quand quelqu'un est capturé, interrogé, et il dit « je n'avouerai jamais » ou « je ne vous révélerai jamais rien, je ne dirai rien ». Après quoi, on lui montre des ciseaux ou un marteau, ou on lui égratigne un peu la cuisse ou l'oreille, et il raconte tout immédiatement. Il réfléchit un peu, un pas en avant, un seul pas en avant. Les méchants, et même les gentils, dans les films, sortent aussi des couteaux, des pinces, et commencent à s'en servir. Eh bien, réfléchis, un pas en avant. Vous avez des pinces, vous avez un couteau, alors je vais tout raconter. Voilà, que peut-on y faire? Eh bien, au cinéma, je comprends, le spectateur va gober ça. D'ailleurs, ces mêmes personnes qui sont spectateurs au cinéma, ce sont eux qui votent, donc ils vont gober aussi, parce que, voilà, de mon point de vue, parce que ce sont des idiots stupides. Et vous, qu'en pensez-vous? Il mettra fin à son application et présentera prochainement une législation étendue pour abolir définitivement cette taxe. Encore une fois, les gars, tout ça se passe en seulement 1 jour et demi ou 2. Je serais vraiment génial. Nous obtiendrons le respect que nous méritons. Trump est là, pas de négociation pour l'instant. Qu'est-ce que le Canada fait immédiatement? Qu'est-ce que Mark Carney fait immédiatement? Monsieur, le gars cool. Monsieur le Président,
Pouvons-nous agir? Nous allons nous en débarrasser de suite. Pas de problème, monsieur. Pitoyable. Absolument pitoyable. C'est irréel. Oui, comment cela se passe-t-il? Mais comment ça se passe aussi rapidement? Faire semblant de se battre à ce sujet pendant environ 1 mois est une chose. Non, non. Voici un article de... Selon la Maison-Blanche, le premier ministre canadien Mark Carney a cédé sous la pression. Le Canada voulait obtenir 3% de ce qui s'y trouvait. Ils gagnent au Canada. Vraiment, c'est super, n'est-ce pas? Formidable, bravo les gars. Et le plus drôle, écoutez Vince Dao, il comprend l'économie politique de façon amusante et en général correcte. D'ailleurs, gardez à l'esprit que c'est un autre exemple d'ironie dans ce que d'autres pays nous disent à propos du commerce. Parce que, comme je le souligne souvent, surtout quand il s'agit des Canadiens, vous avez entendu Doug Ford, vous avez entendu pratiquement tous ces politiciens canadiens qui réagissent aux tarifs en se faisant passer pour de fervents partisans du libre-échange. Ils disent « Regardez, les tarifs vont augmenter les taxes pour les consommateurs. Oui, ils nuisent à votre productivité économique. » Point final, tout dans ce genre-là, bon, ce sont des arguments valables. Si vous voulez aller dans cette direction, il y a sans aucun doute des arguments tout à fait fondés en faveur d'un commerce plus libre. Mais si c'est le cas, pourquoi le Canada, et surtout les hommes politiques canadiens, mènent-ils constamment une politique commerciale protectionniste envers les États-Unis? Vous comprenez ce qui se passe? Le Canada, l'Europe, le Japon, l'Inde imposent des droits de douane sur nos produits depuis de nombreuses années. Et quand nous avons dit « les gars, enlevez-les » ou « nous allons vous imposer nos propres droits de douane en retour », ils ont commencé à écrire que lorsque des droits de douane sont imposés sur leurs produits, c'est la fin du capitalisme. C'était ça la grande dualité. Je ne sais pas si vous voulez appeler ça de l'hypocrisie, mais pendant de nombreuses années, vous avez pratiqué le protectionnisme. L'Amérique répond « Nous voulons une politique réciproque et pratiquerons le protectionnisme. » Les Canadiens disent que le protectionnisme est mauvais. Eh bien, c'est juste comme des voyous de quartier. Comme le dit la presse, aujourd'hui des nouvelles massives, puissantes et tonitruantes sont arrivées. Comme je l'ai déjà dit, les sondages d'opinion... Sous les démocrates, il ne s'agit pas de sondages d'opinion réalisés pour obtenir des statistiques, mais de recensements effectués tous les 10 ans. Et sous les démocrates, un point amusant a été supprimé. Et la question, es-tu citoyen ou non, à quoi cela a-t-il mené? À ce que des millions de clandestins ont commencé à répondre calmement à ces questions, il faut aller frapper à leur porte. Nous sommes là pour le recensement. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous demanderons pas votre statut légal. Ah, vous ne demanderez pas? Alors entrez. Donc, ces clandestins se faisaient repasser pour des habitants du quartier et on a commencé à les prendre en compte lors du calcul du nombre de membres du Congrès attribués à chaque État et du nombre de voix que cet État possède lors du vote général pour le président. Ce chiffre n'est pas exact, il sert uniquement d'exemple pour votre compréhension. La Californie, par exemple, envoie 53 délégués au Congrès et elle dispose de 53 voix lors du vote pour le président. En se basant sur le fait que, selon le sondage, nous avons 40 millions d'habitants, en réalité parmi eux, il y a soit 5, soit 10 millions de personnes en situation irrégulière. Si, par exemple, il s'avère que nous avons 30 millions de résidents légaux qui ont réellement droit à une représentation au Congrès, alors la Californie peut facilement perdre, disons, 5 ou 10 sièges au Congrès des États-Unis et 5 ou 10 voix lors du vote pour le président. Beaucoup de gens ont quitté la Californie d'ailleurs, de l'Illinois, de New York, et à leur place, des personnes en situation irrégulière sont arrivées. L'équilibre entre les États démocrates aurait dû, depuis longtemps, pencher en faveur des États républicains, mais à cause de la fraude, enfin du remplacement par des résidents en situation irrégulière, par des personnes en situation irrégulière. Mon propos reste inchangé. Les démocrates les n'ont pas permis de voter pour changer cette règle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas permis de réintroduire la question. Ils inventaient n'importe quoi. De plus, ils sont contre la vérification obligatoire des électeurs et votent toujours contre. Maintenant, comme il s'est avéré, les républicains travaillent sérieusement là-dessus et préparent des projets de loi. Alligator Alcatraz pour sa grande ouverture.
Les migrants illégaux sans papier seront-ils comptabilisés lors du recensement de l'année prochaine dans le recensement de 2026 ? Le président dit non, affirmant que les républicains à la Chambre des représentants et au Sénat travaillent déjà là-dessus en coulisses. Ils s'en occupent déjà. On ne peut pas sous-estimer l'énorme choc politique que cela provoquera. Cela va tout simplement bouleverser les États-Unis d'Amérique. Cela rendra le Congrès complètement différent et il reflètera enfin la volonté des citoyens américains et non celle des démocrates qui ont fait entrer des millions de clandestins dans le pays. C'est précisément pour cela qu'ils les font entrer. Si cela parvient à passer au Congrès, ce sera une immense victoire. Oui, je dirais que c'est une excellente idée, une idée. Sous l'administration précédente, les clandestins étaient relâchés dans le pays avec une date d'audience fixée jusqu'à 7 ans plus tard, 7 ans dans le futur. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt ? Nous savons tous pourquoi. Le secret est déjà dévoilé. C'est tout, le jeu est terminé. Parce que les démocrates savaient qu'avec la politique des États sanctuaires, cela attirerait des millions de clandestins dans leurs États. Et ensuite, puisque les clandestins sont comptés lors du recensement, cela donne à ces États plus de sièges au Congrès. De la même manière, les États ayant la plus grande population obtiennent plus de votes de grands électeurs. C'est pourquoi la Californie a le plus grand nombre de votes de grands électeurs, 54, bien plus que n'importe quel autre État. Question, faut-il inclure les personnes en situation irrégulière lors du recensement de la population ? Les immigrés sans papier seront exclus du recensement. En 2026, les républicains à la Chambre des représentants et au Sénat ont travaillé là-dessus en coulisses, et c'est une grande nouvelle. Personne ne savait que cela se passait ? Il y a quelques jours, j'ai présenté une émission sur un programme, enfin, une petite application si on peut dire, oui, ce qu'on appelle sur le téléphone grâce à laquelle les criminels peuvent éviter d'être arrêtés. Non applicable n'a pas seulement montré, mais a aussi expliqué comment l'utiliser. Un développeur d'application s'oppose à cela en créant une application qui permet de suivre les actions en temps réel. Elle s'appelle ainsi et pour le dire gentiment, suscite beaucoup de controverses. Voici Claire d'Afis Sinen. Claire, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement et les implications légales ? Autrement dit, ils font semblant de ne pas comprendre que c'est une publicité et un mode d'emploi et demandent naïvement « est-ce légal ?» D'abord, vérifiez si c'est légal ou non, puis montrez-le. J'ai parlé avec Joshua Aaron qui travaille depuis longtemps dans le domaine des technologies et qui a développé cette plateforme. Il a dit qu'il voulait vraiment qu'elle devienne un système d'alerte précoce pour informer les gens de la localisation des agents de l'immigration et des douanes. Il dit qu'il ne veut pas que les gens interfèrent avec les actions de ces agents, mais il veut que les gens aient la possibilité de les éviter complètement s'ils le souhaitent. Je suis ravi. Ils ne veulent pas que les gens gênent la police, mais ils veulent laisser que les criminels puissent s'enfuir s'ils ne veulent pas être arrêtés. L'application ressemble à une carte où les utilisateurs peuvent interagir. La carte permet aux utilisateurs de signaler une apparition près de chez eux en cliquant dessus. Tous ceux qui utilisent la plateforme dans un rayon de 5 miles recevront des notifications push. Gratuite. Application pour anonymement. Aaron affirme qu'il ne collecte aucune donnée sur les utilisateurs. Nous offrons gratuitement. L'essentiel, c'est que les criminels continuent à tuer, voler, violer, cambrioler et renverser des citoyens américains sans être attrapés, emprisonnés ou expulsés. Parce qu'on a pitié de leurs criminels. Si on les expulse à San Salvador, ce ne sera plus eux qui tueront et violeront des Américains, mais peut-être qu'eux-mêmes seront tués et violés. Et ça, nous ne le permettrons pas. C'est une logique géniale, n'est-ce pas? IceBlock App Application. Cette application permet de suivre les agents fédéraux dans le quartier et de les éviter. Et d'ailleurs, si vous êtes dans un état sanctuaire, est-ce que ce statut aide à la dissimulation? Juste. Ce statut en lui-même? Le ministère de la Justice examine déjà la légalité de cette application. Son utilisation dans un état refuge pourrait-elle être illégale?
Cependant, pour Cable News Network, la situation n'est pas idéale, car le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité intérieure veulent les tenir responsables de la promotion de cette application. Je lui ai demandé ce qu'il dirait aux dirigeants technologiques présents à l'inauguration. Voici sa réponse, écoutez par vous-même. Je comprends que vous avez des actionnaires à qui vous devez rendre des comptes. Je comprends que vous avez des employés à qui vous devez verser un salaire. Mais à quel moment allez-vous dire que ça suffit, que c'est assez? John doit dire « Et s'ils n'ont pas répondu ?» Quand j'ai interrogé cette plateforme et l'opposition d'Aaron à l'activité. Rassure-toi, le ministère de la Sécurité intérieure et celui de la Justice ont déjà répondu. Ils sont mécontents. Et encore une fois, comme nous l'avons dit au tout début de la vidéo, il y a ici des conséquences plus larges. Et si vous êtes dans un état sanctuaire, contre lequel une plainte a déjà été déposée, et que maintenant vous avez un outil pour rendre votre état sanctuaire encore plus protecteur. Et si vous avez ou lancé une application ou un système d'alerte signalant la présence d'agents de l'Immigration and Customs Enforcement à proximité, vous êtes coupable d'entrave. Dans ce cas, vous êtes coupable de complicité et de participation. Et d'ailleurs, si vous êtes un État sanctuaire, ce statut favorise-t-il la complicité et la participation? Rien que ce statut en lui-même. Oui, c'est exactement ce qu'il fait. Et les gens aussi. Il est évident que nos agents, tous nos agents fédéraux qui travaillent main dans la main dans ces groupes opérationnels, nos agents fédéraux du ministère de la Justice peuvent être affectés. Eux, ils transmettent des informations aux criminels sur l'emplacement de nos agents fédéraux alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Et nous surveillons cela, nous le surveillons, et il ferait mieux de faire attention. C'était notre procureur général ou le ministre de la Justice des États-Unis pro-européen. Et pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau. Messieurs, la tyrannie, la dictature, c'est la centralisation du pouvoir, c'est le contrôle, c'est la punition selon des lois et des règles spécialement créées. Les décrets et lois réglementaires rendent l'économie centralisée, c'est-à-dire aussi proche que possible d'une économie planifiée. Lorsque la décentralisation et la déréglementation ont lieu dans une société, cela signifie non pas un rapprochement, mais un éloignement du fascisme, du collectivisme, du communisme et même de l'admirable socialisme démocratique. Je ne comprends toujours pas ce que cela signifie, qu'il crève avec ses frères jumeaux identiques. Je ne te connais pas, mais je ne t'aime déjà plus. Que se passe-t-il dans notre pays? Pouvoir centralisé ou pouvoir décentralisé? On essaie de faire en sorte que tout vienne des fédéraux, ou bien de répartir le pouvoir entre les villes, les villages, les gens, les écoles, les États, et ainsi de suite. Aux parents, finalement, oui. L'économie américaine est en plein essor, et il y en avait. L'économie américaine connaît un boom. De nombreux analystes économiques affirmaient que la politique de ce président ruinerait notre économie. Mais en réalité, nous avons constaté le contraire. Nous avons assisté à une large déréglementation. L'inflation a disparu comparée à ce qu'elle était sous l'administration précédente, avec ses dépenses imprudentes et sa mauvaise politique. Je tiens à rappeler au président de la Réserve fédérale et au monde que ce président était d'abord un homme d'affaires qui sait ce qu'il fait. Il a une formule économique éprouvée qui a fonctionné lors de son premier mandat présidentiel et elle fonctionne encore aujourd'hui. Le seul problème qui reste, ce sont les taux d'intérêt élevés pour les Américains. Les Américains veulent emprunter de l'argent à un taux bas et ils devraient en avoir la possibilité. Mais malheureusement, les taux d'intérêt sont encore trop élevés. Aujourd'hui, le président a envoyé un message au président de la Réserve fédérale. Et si vous regardez ce graphique, vous verrez qu'il s'agit d'un graphique des taux d'intérêt dans de nombreux pays du monde. En haut, il y a la Suisse. Il ne perd qu'un quart de % sur les taux. Cambodge, Japon, Danemark, Thaïlande, Botswana, Barbade, Taïwan, Bulgarie, Cuba, Suède, Maroc, Cap-Vert, Corée du Sud, Algérie, Canada, Albanie, Libye, Malaisie, Chine, Nouvelle-Zélande, Trinité et Tobago, Tchéquie, Bolivie, Australie, Costa Rica, Bahamas, Koweït, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Bosnie, Royaume-Uni. Tous perdent des taux d'intérêt plus bas que les États-Unis d'Amérique, qui ont l'une des économies les plus dynamiques et puissantes du monde. La présidente a envoyé un message à la présidente de la Fed.
Il est dit, Jérôme, comme toujours, tu es en retard. Tu as coûté et coûtes encore une fortune aux États-Unis. Tu devrais baisser considérablement le taux. Des centaines de milliards de dollars sont perdus, mais il n'y a pas d'inflation. Point et... Le président est en poussière. Grâce à sa politique, l'inflation est historiquement basse. Nous poursuivrons la réduction du coût de la vie pour les Américains et la déréglementation dans ce pays. Il est crucial d'adopter ce formidable projet de loi représentant la plus grande réduction d'impôts de l'histoire américaine. Un autre point intéressant, c'est pourquoi les dictateurs et les tyrans augmentent d'un état randien non seulement la dépendance envers le centre, mais aussi envers eux-mêmes. En d'autres termes, oui, mais les dictateurs collectent davantage d'argent car ils en ont toujours besoin de plus. Et les États-Unis, sous la direction de l'administration actuelle, poussent à une réduction significative des impôts. C'est-à-dire que le tyran dit, premièrement, prenez le pouvoir pour vous et assumez vos actes, et deuxièmement, arrêtez de m'envoyer autant d'argent. Vous en aurez besoin vous-même. Quel tyran terrible et quel extravagant. Je me suis tout de suite souvenu. Personne ne dira que je suis un tyran et un extravagant parce que j'aime, avec mon thé, un bon sandwich. C'est Sergueï Yursky qui lisait cela dans ma jeunesse. Et c'est vrai, le choix du démocrate surprend à chaque fois. C'est vraiment un socialiste démocrate. C'est un démocrate socialiste, en réalité un communiste, qui prône ouvertement la réduction du financement de la police, propage l'antisémitisme, loue les groupes pro-Hamas, souhaite l'abolition d'Israël et pense que les riches Américains ne devraient pas exister. Ce sont ces mots exacts, prononcés ce week-end. Voilà l'un des représentants de ce qu'on appelle l'aile progressiste du Parti démocrate. Les démocrates ont en réalité volé tellement d'argent à l'État qu'ils ne vont tout simplement pas s'en aller, ils ne vont pas lâcher prise, ils ne vont pas se diviser. Sinon, s'il n'y avait pas eu autant d'argent volé, ils se seraient effondrés depuis longtemps. Donc, comme il y avait autrefois les VIGI, oui, les démocrates se seraient effondrés au minimum en deux ailes, deux fragments, deux mouvements. L'un, les socialistes, c'est-à-dire les fascistes, et l'autre, les libéraux modérés. Du genre, si quelqu'un connaît l'histoire de la Russie, il y avait Piotr Stolypine, Alexandre Kerensky et Pavel Belyukov. C'est-à-dire même avant la révolte bolchevique de 17. Je veux dire, donc, les extrémistes de gauche et les centristes modérés. Honnêtement, j'aimerais que les deux principaux partis soient tous les deux en faveur du libre marché. Et, disons, un parti républicain avec une tendance Make America Great Again, c'est-à-dire ce qu'on appelle le populisme. Je préfère largement celle-ci à l'ancienne version du parti républicain, et l'autre serait un parti de droite libertarien. Alors, la lutte porterait sur la manière de développer la liberté et le libre marché, et non sur la lutte entre la liberté et la centralisation du pouvoir, comme le veulent toujours tous les gens de gauche idéologiquement contaminés. Ils pensent que c'est la seule vérité possible. Qui n'est pas avec nous est contre nous, et ainsi de suite. Et donc, je parle du candidat au poste de maire de New York et de ses protecteurs, je suppose. Et maintenant, messieurs, vous trouverez ci-dessous un lien vers le cadeau. Mon livre Capitalisme 101. C'est une lecture intéressante pour les curieux, pour les âges de 17 à 117 ans. Après 117 ans, je n'ai parlé à personne, donc je ne sais pas. Et pour le fait que vous acceptiez de recevoir de moi ce cadeau absolument gratuit, d'ailleurs, les cadeaux ne sont jamais gratuits. Je traduis ça dans ma tête de l'anglais. Ils disent tout le temps, c'est un cadeau gratuit, voilà pourquoi. Donc, pour le fait que vous acceptiez de recevoir de moi ce cadeau gratuit, je vous offrirai un abonnement gratuit à une sélection passionnante de vidéos de 10 minutes pour votre café du matin. Et si vous avez cliqué, il faut ensuite donner votre nom, puis votre adresse email. C'est à cette adresse que ce livre électronique vous sera envoyé, bien sûr. Nous ne l'envoyons pas partout dans le monde, comme vous pouvez vous en douter. Donc après cela, si vous ne recevez pas ce livre dans les 20 secondes, vérifiez dans vos spams, car cela signifie qu'il est parti dans les spams. Oui, d'ailleurs, il y a, je crois, 3 ou 4 options pour le type de fichier qui vous convient. Pour votre ordinateur, peut-être pour votre iPhone, ou autre chose. Regardez dans tous les cas. Et enfin, mesdames et messieurs,
Chaque matin, 24 heures après cet acte accompli, vous recevrez une vidéo de 10 minutes avec votre humble serviteur, qui, il me semble, racontera des choses intéressantes de façon captivante. Et vous aurez un excellent café du matin ou un trajet matinal en voiture. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous souhaite de beaux cadeaux.